Message à l'occasion du 65e anniversaire de la disparition de Patrice Emery Lumumba, héros national. À ce jour de recueillement et de mémoire, la République démocratique du Congo s'incline avec gravité et reconnaissance devant la mémoire de Patrice Emery Lumumba, héros national, premier ministre du Congo indépendant, tombé il y a 65 ans, aux côtés de ses compagnons d'élite, un véritable soldat de la dignité congolaise, sur le champ de bataille de l'histoire. Nous saluons le courage exceptionnel de Lumumba et de ceux qui ont partagé son combat jusqu'au sacrifice suprême. Leur sang n'a pas été versé en vain. Il a allumé une torche, une lumière irréversible, sans laquelle l'indépendance du Congo ne serait resté qu'un air démagogique, vidé d'essence et de souveraineté réelle. Patrice Emery Lumumba, la nation congolaise te dit merci. Merci pour ton engagement total, pour la foi inébranlable à l'homme congolais, pour avoir refusé la soumission et dénoncé les chaînes invisibles du néocolonialisme. Ton combat a ouvert un chemin, et ce chemin demeure la boussole de notre histoire. Aujourd'hui, dans un contexte géopolitique hautement controversé, marqué par une instabilité récurrente, alimenté par la convoitise de nos immenses ressources naturelles, par les manœuvres de certains voisins de la sous-région, par la trahison des fils et filles du Congo, et par les puissances d'argent engagées dans une sorte de convergence d'intérêts destructrice, le Congo a plus que jamais besoin de ton esprit et de celui de tes compagnons. Du village des ancêtres méritants, nous formulons le vœu que vous puissiez agir efficacement pour éclairer notre avenir collectif, fortifier notre conscience nationale et insuffler la lucidité nécessaire à ceux qui portent aujourd'hui la lourde responsabilité de conduire le destin de la République. Nous vous demandons d'inspirer les générations d'aujourd'hui et de demain, de nourrir leur courage, leur patriotisme et leur sens du bien commun, afin qu'elles se dotent des stratégies indispensables pour bâtir une République démocratique du Congo du bonheur partagé, une nation où chacun trouve sa place et sa dignité. Les héritages phares que vous nous avez légués demeurent un socle puissant de mobilisation nationale. 1. L'affirmation sans compromis de la souveraineté nationale. 2. Le refus de toute domination interne comme externe. 3. La primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. 4. La dignité du peuple comme fondement de l'État. 5. La responsabilité historique de chaque Congolais dans la prise en charge de son destin. Que cet héritage ravive notre conscience collective et mobilise le peuple congolais autour d'un idéal commun, celui d'un Congo libre, fort, juste et maître de son destin. Honneur éternel à Patrice Lumumba, honneur à ses compagnons d'élite, et que vive aujourd'hui et pour toujours la République démocratique du Congo. Norbert Yamba Choukou, panafricaniste. Merci. Benoît Otia Oana, la Oebangisa Banguana. Atia Nano Yangote, et la reine de vidéo, message au Bamutu Balenga, Yango. Déclaration de dénonciation et d'alerte à l'occasion de l'arrestation du président Nicolas Maduro Moros, président de la République du Venezuela. Nous, panafricanistes basés en RDC, dénonçons avec la plus grande énergie l'arrestation du président légitimement élu de la République bolivarienne du Venezuela, son Excellence Nicolas Maduro Moros, ainsi que celle de son épouse intervenue ce vendredi 2 janvier 2026, sous l'action directe d'une puissance impériale qui s'arroge le droit de se substituer à la légalité internationale. Cet acte grave est une violation flagrante du droit international, un mépris de la souveraineté du peuple et une résurgence brutale de l'impérialisme coercitif. Il ne respecte ni la souveraineté des États, ni les principes fondamentaux du droit international public, notamment ceux consacrés par la Charte des Nations Unies, le respect de l'indépendance politique des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et l'égalité souveraine des nations. Les véritables motivations d'un tel acte seraient multiples et structurelles, à savoir le contrôle des ressources stratégiques. Le Venezuela détient de très grandes réserves mondiales du pétrole, mais aussi du gaz, et des minéraux critiques et très stratégiques. La punition politique de la désobéissance. Caracas refuse l'alignement sur Washington, coopère avec la Russie, la Chine et l'Iran, et soutient la vision multipolaire opposée à la vision unipolaire pilotée par les Américains. 3. L'effet d'exemplarité. Briser le Venezuela pour dissuader tout autre pays de suivre la même voie, le même exemple, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. L'affaiblissement du bloc BRICS. Le Venezuela est un symbole idéologique et stratégique du sud global en résistance. En procédant ainsi, cette puissance impériale installe le monde dans une dangereuse logique de la loi de la jungle, où les plus forts deviennent à la fois juges et partis, distribuant des sanctions, des arrestations et châtiments selon leur seul intérêt géopolitique. Une telle pratique détruit le fondement même de l'ordre international fondé sur le droit et la coopération entre les peuples. Nous attirons solennellement l'attention de la communauté internationale que ce précédent est extrêmement dangereux. Il ouvre la voie à une ère d'instabilité chronique où aucun chef d'État, aucun pays, aucune nation ne sera à l'abri de l'arbitraire. Dès lors qu'il refusera de se soumettre aux dictats impériaux, ceci ouvre la voie aux autres puissances de régler par elles-mêmes les autres crises qui sont d'actualité dans le monde. La Russie sera à l'aise de régler à sa faveur la crise ukrainienne. La Chine aura le privilège de s'occuper celle de la question de Taïwan. L'Europe, qui a presque tout perdu en Afrique, va revenir avec force pour réinstaller ses instruments de domination, récupérer des forces et des ressources qui ont fait son beau temps. Cette attaque est à la fois un message
aux superpuissances comme la Chine et la Russie, qui ont des problèmes dans leurs espaces respectifs d'influence, envie de régler par eux-mêmes leur situation, évitant ainsi une confrontation entre les puissances dans une sorte de compromission qui ne dit pas son nom. C'est aussi un avertissement aux autres pays fragiles de ne pas tomber dans les pièges au risque de se voir exposer leur situation à la rigueur du régime disciplinaire à l'instar du Venezuela. En tolérant cet acte, le monde accepte implicitement que la force prime sur le droit, que la puissance remplace la justice et que la paix soit sacrifiée sur l'autel des ambitions hégémoniques. C'est la paix mondiale elle-même qui est menacée, non pas pour quelques mois, mais pour de longues années à venir. Chers peuples africains, le monde devient de plus en plus dur, plus instable, plus violent. Votre salut ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de votre capacité à vous organiser, à vous défendre, à penser par vous-même. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une discipline, un sacrifice et une vigilance permanente. L'histoire n'est plus écrite par un seul centre, mais seuls les peuples préparés survivront à la tempête multipolaire. Pour tenir le coup, vous vous devez de respecter un certain nombre de choses. 1. Renforcer les services de renseignement nationaux. 2. Investir la souveraineté militaire minimale. 3. Diversifier les partenariats stratégiques. 4. Contrôler les ONG et les flux informationnels. 5. Construire une doctrine panafricaine de défense. Nous rappelons et nous appelons pour ce faire aux États épris de justice, les organisations internationales, les peuples libres et conscients, à rejeter fermement et courageusement cette dérive, à exiger le respect du droit international et à défendre un ordre mondial fondé sur la légalité, le dialogue et le respect mutuel. Le monde ne peut survivre durablement dans l'arbitraire. La paix ne peut être garantie par la force. La justice ne peut être confisquée par les puissants. L'histoire jugera sévèrement ceux qui, par action ou par silence, auront contribué à faire basculer l'humanité dans ses dangereux précédents. Fait à Kinshasa, le 5 janvier 2026. Yamba Choukou, Norbert, président de la nouvelle vision panafricaine. Merci. tokokende lango tina suka mota olemba biso andani mokilo nde abino bojoka na ko Chers Africains, chers panafricanistes, à ce début de nouvelle année 2026, je vous adresse mes vœux le plus sincère de paix, de lucidité, de courage et de renaissance collective. Que cette année soit celle du réveil profond des consciences africaines et du passage décisif de la parole à l'action. L'Afrique traverse une époque charnière de son histoire. Les discours sur la libération, la souveraineté et la dignité se multiplient. Mais force est de constater que notre continent demeure prisonnier d'un paradigme hérité, celui de la dépendance structurelle, économique, intellectuelle et institutionnelle. Le paradigme hérocentrique continue de façonner nos modèles de développement, nos systèmes éducatifs, nos économies, nos systèmes sanitaires, nos politiques publiques et même notre manière de penser les mondes. Il est regrettable, dans de nombreux cercles panafricanistes, la réflexion se limite trop souvent à la dénonciation des puissances impérialistes occidentales sans aller jusqu'à la construction de solutions concrètes, durables et adaptées à nos réalités. Dénoncer est nécessaire, mais insuffisant. Le véritable défi africain aujourd'hui n'est pas seulement l'impérialisme extérieur, mais surtout la pauvreté structurelle, l'absence d'industrialisation, la faiblesse de nos États, la fragmentation de nos efforts et la perte de confiance à notre propre génie. Depuis les années 60, de nombreuses églises autochtones, organisations panafricaines, des chercheurs, des intellectuels, des scientifiques et même des responsables politiques se réclament de l'émancipation africaine. Pourtant, très peu ont réussi à proposer des modèles opérationnels capables de transformer concrètement la vie des populations. Il manque encore un véritable écosystème panafricain structuré, interconnecté, efficient, efficace et orienté vers le résultat. L'Afrique aujourd'hui, le seul continent qui ne fonctionne pas comme une entité stratégique intégrée. Elle reste fragmentée, dépendante et vulnérable face aux grandes puissances du monde. Cette réalité ne peut plus être ignorée. Il devient impératif de dépasser les logiques nationales étroites pour construire une vision continentale ambitieuse. C'est pourquoi j'en appelle à tous les Africains, intellectuels, jeunes, adultes, leaders religieux, entrepreneurs, chercheurs, militaires, artistes, décideurs, à s'organiser par pays et à œuvrer collectivement vers la création d'un État fédéral africain capable de parler d'une seule voix, de négocier d'égal à égal avec les autres blocs du monde et de défendre efficacement les intérêts stratégiques du continent. Parallèlement, nous devons engager un travail profond de restauration de notre génie propre, de réhabiliter notre spiritualité authentique, de valoriser nos savoirs endogènes, de nous soumettre à la science, à la recherche et à la modernisation, et de théoriser pour qu'ils deviennent des leviers de développement, des chiens de chasse qui nous ramènent des gibiers au village. L'Afrique ne manque pas ni de ressources, ni d'intelligence, ni de foi. Elle manque d'organisation, de vision commune et de volonté politique courageuse. Que cette nouvelle année soit celle de solutions collectives, de l'unité consciente et de l'action structurée. Que l'Afrique cesse d'être un champ d'exploitation pour devenir un centre de décision stratégique. Que le panafricanisme cesse d'être un slogan idéologique pour devenir un projet de civilisation. Bonne et heureuse année à l'Afrique debout, à l'Afrique pensante, à l'Afrique agissante. L'Afrique doit renaître par elle-même. Et ce temps, c'est maintenant. Norbert Yamba,
président de la nouvelle vision panafricaine, basée à Kinshasa, RDC. Merci. Vraiment, Yaya, la question ici, les gens sont en train de nous suivre. La question, les discours là. On sent que c'est un discours conscient, un discours convaincant, un discours qu'on ne lit pas dans un document. Ça vient de vous-même. Comment vous faites pour avoir un discours aussi propre? Ça, c'est ma première question, c'est d'abord ça, parce que c'est tout simplement waouh. Merci. Merci, ma reine de midi. Vous savez, ce combat, il est très ardu, il est très engageant, il est très déterminant. Et pour cela, au regard de la pauvreté structurelle, au regard de la pauvreté abjecte, au regard de la prédominance des difficultés en Afrique par rapport à d'autres continents, nous ne dormons pas. Chaque jour, nous travaillons pour demander à l'ancêtre des ancêtres qu'il nous inspire et qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse nécessaires pour avoir des mots justes, de manière à toucher la conscience africaine et afro-descendante, pour que finalement, nous puissions relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter pour l'émancipation, lutter pour la vraie libération de l'Afrique. Raison pour laquelle on a internalisé, on a intégré dans nous tout le sens de ce combat. Et quand nous parlons, c'est le reflet de ce que nous pensons, de notre engagement. Donc, je ne fais pas aucun effort, mais je le dis comme ça, à des moments où je me sens très inspiré et parfois comme une option. Voilà. Et j'estime que on n'arrête pas là. On va continuer à se battre pour que ce combat soit généralisé sur l'ensemble de nos États, pour que demain, l'Afrique ne soit plus noyautée, l'Afrique soit un terrain de prédilection comme on a connu 4 siècles, 35 siècles, n'est-ce pas, en valeur chrétienne. Nous étions une puissance, nous avons inventé les mathématiques, la médecine, l'astrophysique, l'astronomie, l'écriture. Nous étions une puissance politique, une puissance militaire, nous étions une puissance culturelle et scientifique. Aujourd'hui, nous sommes les dindons de la farce et je crois qu'il faut une génération qui s'engage pour que finalement on puisse redorer le blason. Et là, nous sommes en train de poser quelques pas après ce qui a été fait par nos dévanciers. Il ne faut pas oublier les gens comme Cheikh Anta Diop, les gens comme Fumon Kimbangu, les gens comme Kimpan Vita. Et voilà, avec votre lumière en tant que mère de midi qui nous a étonnés que une femme peut être à mesure de tenir une torche et éclairer l'avenir. Nous sommes émerveillés et nous croyons que nous ne sommes pas trompés d'adresse. C'est comme ça que chaque jour nous y travaillons parce que je crois le destin de notre continent, de notre race sortira justement de cet engagement. Professeur, vous êtes professeur de l'université. Vous êtes scientifique. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux gens chaque fois que je parle, je dis l'homme est le plus intelligent que moi je connais. Je parle de moi bien sûr, je parle de moi, que moi je connais, c'est vous, Yamba Shukuru. Pourquoi j'ai dit vous êtes l'homme le plus intelligent? Parce que c'est la première fois que je vous ai écouté, vous avez dit l'école occidentale a fait de vous des abrutis fondationnels. Ces paroles-là, moi je l'ai dit il y a très longtemps parce que je suis né quelques années après vous.
On m'a forcé d'aller à l'école. Moi, je dis, je ne vais pas aller à l'école parce que les gens sont déjà allés à l'école, mais le pays va mal et le continent va mal, notre race va mal. Je ne vois pas l'importance de cette école-là. Alors, mon oncle, paix à son âme, qui m'a initié, il faut aller à l'école, il a souffert avec moi quand j'étais jeune. Mais quand j'ai atteint l'âge de 18 ans, j'ai pris mes propres décisions. J'ai dit, je ne vais plus aller à l'école et j'ai arrêté l'école. Et quand chaque fois tout le monde me disait, hey, tu as fui l'école, toi, machin, tout ça. Moi, je disais, mais est-ce que la réussite d'un homme, c'est l'école occidentale? Les gens ont des diplômes, les gens ont des licences, les gens ont ceci. Je ne vois pas ce qu'ils font pour que notre nation, notre continent soit aussi comme chez eux. Donc, quelque chose depuis longtemps me disait que l'intelligence de l'Occident n'est pas compatible à notre intelligence. Et j'ai commencé à le dire comme ça. Jusqu'au jour que je vous ai rencontré, je bénirai ces jours à jamais. Et béni soit Massambukidi parce que je vous ai rencontré chez lui dans son 30 juin qui fait la célébration de leur église. Depuis ces jours-là, tu as parlé des abrutis fondationnels. J'ai dit, mais ça veut dire que moi, je pensais que j'étais folle. On voit là quelqu'un qui a été là-bas, qui vomit ces choses-là et il appelle ça abouti fondationnel. Professeur Yamba Yamba, comment vous, un intellectuel, des jours au lendemain, vous rejetez tout ce que vous avez connu là-bas et vous commencez à défendre la cause des panafricains parce que les autres veulent parler de Cheikh Anta Diop. Mais moi, je ne connais pas Cheikh Anta Diop. Je respecte l'histoire qu'on m'a rapporté de lui. Mais moi, pour moi, c'est vous le professeur aujourd'hui. On peut bien parler des... On peut bien parler des comment on appelle, professeur Obenga, on peut bien parler de professeur Obenga, on peut bien parler de Kalala Omotunde, mais pour moi c'est vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous, qui étiez allé dans cette école-là, et de jour au lendemain, vous rejetez tout ça pour retourner chez vous, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, la reine. C'est une question assez complexe, même compliquée. Mais je vais tenter de vous dire que c'est à l'occasion d'une expérience cumulée au regard des résultats qui sont entendus par cette école. Nous connaissons l'école formelle, l'école importée de l'Occident depuis plusieurs années. Les ancêtres de nos ancêtres. Mais cette école ne nous aide pas à changer la situation. Depuis que nous avons été esclavagisés, nous avons été colonisés. Aujourd'hui, il y a la néocolonisation. Maintenant, nous entamons la guerre numérique et compagnie, etc. Donc il y a une succession de dominations, et nous n'arrivons pas à changer la situation malgré nos diplômes de doctorat, malgré nos professeurs émérites, malgré autant d'intellectuels. Il y avait 13 diplômés, surtout au Congo, en 1960, lorsqu'on accédait à l'indépendance. Aujourd'hui, ils sont des millions, des millions. Au contraire, la situation va de pire en pire. Et alors, comment faut-il faire confiance à cette école importée qui visiblement est chantée à longueur de journée comme un idéal civilisationnel qui ne donne pas de résultats. Raison pour laquelle je me suis engagé à faire de la recherche. Aujourd'hui, j'ai 3 livres. Le premier livre porte sur l'école en Afrique, une industrie de production des analphabètes culturels. Waouh! Et deuxième livre porte sur la religion. 2.1 divertissement de mauvais goût. Et troisième livre porte sur la démocratie. Et la démocratie qui est une espérance volatilisée. Et alors, ce sont les 3 éléments qui ont déstabilisé l'Afrique. Et ce sont les 3 éléments qui m'ont permis, naturellement,
de comprendre, de faire de la recherche. Et j'ai dit, mais écoute, l'éducation, mais c'est une peine perdue. Il faut revenir au point de repère. Et le point de repère, ça veut dire visualiser nos héritages traditionnels, les scientifiser, les moderniser, les théoriser pour que nous ayons d'autres arguments en dehors de ce que l'Occident nous a présenté, qui est adapté par rapport à leur situation, par rapport à leur société industrielle. Nous ne sommes pas une société industrielle. Aujourd'hui, nous faisons des diplômés, qui sont essentiellement des diplômés, mais pas des élites éclairées. Et donc, nos écoles deviennent finalement des usines de fabrication de chômeurs de luxe. Alors maintenant, la démocratie. Et la démocratie, partis politiques, il faut en avoir plusieurs, etc. Aujourd'hui, chez nous, nous avons plus de 1000 partis politiques. Où est-ce qu'on en est? Au contraire, il y a une guerre récurrente, il y a des attaques, il y a des insultes, il y a des mésententes, une animosité incroyable. À quoi ça nous apporte une plus-value dans la société? Rien du tout. Nous avons la religion, nous avons plus de pasteurs, nous avons plus d'évêques, de bishops, de prêtres, des abbés, des diacres, plus que les médecins, plus que les pharmaciens, plus que les ingénieurs, plus que les fonctionnaires, compagnie, etc. Où se trouve le résultat? La RDC est devenue l'industrie des pastorales. Mais voilà, tous les anciennes boutiques, tous les anciens garages, tous les anciens dépôts sont devenus des églises. Et alors, où se trouvent les industries? Comment on peut absorber le chômage? C'était tout ça. C'était tout ça qui m'ont poussé à poser des questions questionnantes pour dire, allons-nous continuer comme ça? On ne peut pas recadrer les choses? Est-ce qu'on ne peut pas réorienter les choses? Comment avoir une torche qui éclaire l'avenir? Et c'était tout ça que nous avons formé ensemble, Reine de Midi, pour que nous puissions davantage réfléchir, pour que nous puissions quitter le prestige auréolé de temps en temps des diplômes qui n'a rien foutu, qui est une peine perdue, et pour que nous puissions chercher de nouvelles voies, de nouvelles solutions, de nouvelles alternatives, et ces nouvelles alternatives se retrouvent dans l'afrocentricité. Et c'est très important, parce qu'en réalité, Reine de Midi, un arbre pour grandir a besoin de racines. Vous savez, nous, un arbre, fut-il un baobab, sans racines, il tombe. Nous sommes tombés parce que nous n'avons plus de racines. Et nous devons faire pour reconstruire notre racine. Et cette reconstruction va nous aider à construire une restauration de notre génie propre. Et cette restauration de cette génie propre va s'inspirer de notre spiritualité authentique. Nous en avons besoin. Il faut se battre sur cette lancée. C'est de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi pour l'Afrique, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. C'est ça. Professeur Yamba Yamba, vous savez, ma prochaine question, ces cerveaux-là, cette façon de réfléchir, cette réflexion, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'il y a des écoles de cette vision panafricaine où nous pouvons orienter les scientifiques? Parce qu'il y a des gens qui ne se nourrissent que de la science, professeur. Il y a des gens que leur esprit ne se nourrit que de la science. Leur âme ne se nourrit que de la science. Leur pensée ne se nourrit que de la science. Est-ce que cette science, cette vision panafricaine, a-t-il des écoles, des adresses structurées pour que nous puissions commencer à envoyer les scientifiques comme vous, les amoureux de la connaissance et du savoir comme vous, à qui vous allez déverser tout votre cerveau là, chez ces gens-là, afin que si vous partez aujourd'hui, nous sommes sûrs et certains que vous êtes vivants, que vous restez vivants dans le cerveau des gens, dans le cœur des gens. Les autres vont transmettre à l'autre jusqu'à ce que vous voulez là, l'objectif là, ok, puisse être atteint, que nous puissions être nous-mêmes. Merci, la Reine de Midi. Il existe des efforts qui sont déployés à travers le monde pour que finalement ces discours soient popularisés, ces discours soient appropriés par les Africains et les Afro-descendants. Quand vous êtes en Amérique, nous avons des gens comme la grande dame que vous connaissez, Madame Amamazama,
de Guadeloupe qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis. Nous avons Bolifi Santé qui est un ogro américain. C'est un afro-américain qui se bat à longueur de journée pour que finalement les choses changent. Et qui ont même mis en place une école à l'échelle primaire, secondaire, pour éduquer les afro-descendants de manière à comprendre qu'ils sont issus de l'Afrique compagnie, etc. Et en Afrique, vous savez, on a connu la révolution apportée par Cheikh Anta Diop, sans citer nos frères, les pères fondateurs de nos indépendances, mais qui n'ont pas mis en place une école tout proche de nous ici, Théophile Obenga, qui parle à longueur de journée. Il a l'âge, en tout cas, plus de 87 ans aujourd'hui, mais il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école. Quand vous êtes à Paris, en France, pardon, vous avez des gens comme Noussouré, Govi Gomez, qui travaillent très durement. Vous êtes au Cameroun, vous avez des gens comme Bob Assong, vous avez des gens comme Koumadoubé, Prince de Bélé-Bélé. Vous êtes au Canada, vous avez Aziz Fall, etc., qui est un Sénégalais. Certainement qu'au Congo, sur le plan religieux, vous avez des gens comme Massambouki qui parlent à longueur de journée, des gens comme Papa Nkoussou, etc. Et sur le plan politique, j'ai oublié de citer la Reine de Midi qui est très polyvalente, à la fois sur le plan spirituel, religieux et politique. Elle ne fait pas la politique active, mais fait la politique en tant qu'engagement qui puisse transformer la société. Et voilà, sur le plan politique, je m'étais engagé, je me suis donné un sacrifice pour que je m'engage dans une direction où les gens ont difficile à comprendre le bien fondé de la chose. Beaucoup nous traitent comme de fous, etc. On ne l'est pas, mais peut-être que les générations futures pourront être compatibles avec nos réflexions. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Et vous savez, Reine de Midi, que nous avons toujours dit, et je vous ai montré ce que j'ai fait au prélude pour construire quelque chose de manière à créer une école internationale panafricaine. C'est tellement qu'aujourd'hui, on a quelques infrastructures. Mais ce n'est pas si facile lorsque ça va sortir d'un privé, avoir les moyens pour équiper tout ça, mais nous le faisons mollo de façon évolutive, graduelle et progressive, compte tenu de nos moyens. Et c'est ici que je voudrais rassurer à tous ceux qui se reconnaissent comme africains, panafricanistes, afro-descendants, préoccupés par l'avenir de notre continent, que nous avons commencé, nous avons posé un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Les infrastructures sont là. Il faut les équiper. Nous sommes en train d'élaborer un programme parce qu'il faudrait que ce programme soit innovateur. Il ne faut pas revenir pour l'acquisition d'un diplôme, mais il faut revenir sur la route de transformation de notre société. Et sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sanitaire, compagnie, dans tous les secteurs de la vie nationale. Et ça, on en a besoin. Il me semble qu'il faut un minimum de moyens. Nous faisons un petit effort pour que finalement ces discours ou cette demande saisissent les autorités de la République sous le leadership du chef de l'État. Et nous passerons par le ministère de la Culture. On sera avec vous pour qu'on introduise en bonne et due forme cette demande, de manière que le Congo soit le point de repère. Franck Fanon disait que l'Afrique a la forme du revolver, dont la GHS se trouve au Congo. Aujourd'hui, il est très clair que quelqu'un peut quitter le nord vers le sud. Il y a deux routes de part et d'autre. Mais quand on arrive au centre, on a difficile à traverser parce qu'au centre, on est encore à genoux. Enclavé. On est enclavé. Quand on quitte du nord, de l'ouest à l'est, la même chose. Et donc le Congo détient le poumon de l'Afrique. Et si le Congo va poser ses premiers actes, ses jalons
je crois que le professeur Obenga est encore en vie, il va nous aider. Tous ces panafricanistes à travers le monde vont venir. Nous avons réussi à mettre en route, à mettre en place des petites infrastructures qui peuvent leur permettre de passer leur séjour. Mais il faut un minimum, mais il faut aussi que l'on soit conséquent. Et tout cela faisant combine, nous allons aussi lancer une opération où on va mobiliser tous les Africains, tous les Congolais, de manière qu'on fasse une contribution même d'$1, hein, pour qu'on arrive ne serait-ce qu'à monter les équipements préliminaires qui nous permettent d'ouvrir cette école. Merci voilà. beaucoup, professeur. Ma avant-dernière question est l'éducation. L'éducation, pour moi, ça doit commencer dans la famille. Si la famille n'a pas pu éduquer, c'est comme ça on a créé la religion ou la tradition pour que la tradition éduque l'homme. C'est ça la connaissance que j'ai sur la notion éducative. D'accord? Maintenant, quand on dit la famille, la tradition, elle est collective. La famille est individuelle, tradition collective ou nationale ou continentale ou raciale, pourvu que ça puisse forger des hommes et des femmes capables de diriger notre société. Malheureusement pour nous aujourd'hui, et heureusement pour nous, puisque si tout allait bien, nous allons être des chômeurs. Si tout va mal, c'est pour que nous puissions travailler, justement. Alors, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, la religion importée, les écoles ésotériques, les écoles exotériques, les loges, des machins et tout ce qui vient de l'importation a d'abord déconnecté l'homme de sa propre tradition, a déconnecté l'homme africain de sa propre famille, déconnecté l'homme africain de ses origines, même des génies de notre environnement. L'homme doit se déconnecter de ça. Vous, en tant que professeur, vous, en tant que ceux qui ont des pouvoirs de transmission des connaissances, qu'est-ce que vous dites face à ça? À vous la parole. Merci, la reine de Midi. La question, elle est très pertinente. Mais croyez-moi, l'Occident s'est organisé de mettre en route la traite négrière, pour que les gens aillent travailler dans les champs, dans les maisons. Ce que vous entendez, les nègres des salons ou de maisons, les nègres des champs. Après ça, ils ont monté ce qu'on a appelé la colonisation, où ils devaient contrôler nos richesses, avoir accès à ces richesses sur place, etc. et amener chez eux. La néocolonisation, c'est essentiellement une approche où on a des héritiers de la colonisation, mais des impérialistes de couleur noire. Mais, en tout cas, la reine, si vous pouvez me rappeler un peu la finalité de la question. La question est, qu'est-ce que l'on doit faire? La religion, les écoles ésotériques. Merci bien. Et tout ça, parce que ça contribue dans l'éducation, non? Ok. Mais plus on est dans ça, plus ça va mal. Je m'excuse beaucoup, la reine de Midi. La religion, les écoles ésotériques, l'école formelle, non formelle, informelle, ça contribue à la formation, certes. Mais la religion, elle est importée. Elle est importée. C'est l'islam, le christianisme et toute autre religion asiatique, compagnie qui sont venues. La religion est une affaire humaine. Nous n'avons pas connu la religion. Nos ancêtres n'ont pas connu la religion. Nos ancêtres ont connu les traditions. C'est ça. Nous avons abandonné nos traditions, qui constituent pour nous notre enracinement, notre particularisme. Et nous avons pris l'option d'aller dans la direction de ceux qui sont venus, qui nous ont tendu un piège, pour nous dire que voilà, suivez, et le ciel va vous bénéficier, va vous bénir, va vous récompenser. Or, nos ancêtres avaient la spiritualité, et la spiritualité, elle est scientifique. C'est comme ça que chaque fois, lorsque
nos ancêtres étaient là, ils savaient que le palmier donne de l'huile de palme. Comment ils l'ont su? Voilà. Est-ce qu'ils avaient des agronomes à l'époque? Qui les a montrés? Qui les a montrés. Quand vous tombez malade de malaria, de diabète, mais il y a des plantes qui ont des vertus médicales. Est-ce qu'il a montré ça? Est-ce qu'il y avait des médecins? Alors, nous avons abandonné parce qu'on nous a dit que c'est de la sorcellerie. Or, la sorcellerie est une science occulte. Elle est démontrée aujourd'hui. C'est pas pour rien que nous avons des armes balistiques, nous avons des hypersoniques, etc. Mais c'est de la sorcellerie, c'est de science qu'on ne peut pas aujourd'hui remettre en question. Alors maintenant, l'Occident vient vers nous avec des écoles ésotériques. Venez ici, franc-maçonnerie, Illuminati, Rose-Croix, Trampelier, etc. Et nous avons des Incacariens. Voilà, on a tenté, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Et pourtant, lorsque vous êtes dans nos villages, etc., vous allez trouver effectivement des familles qui ont des cercles initiatiques à ce stade. Oui, là, la religion nous a dit, il faut faire attention, c'est de la sorcellerie, vous serez dans l'enfer. Donc la religion nous promet le bonheur au ciel. Et la spiritualité nous promet le bonheur sur la terre et à l'éternité. Et à l'éternité. Et les Occidentaux, ils ont fait ça chez eux. C'est comme ça qu'ils sont dans le bonheur, la nuit comme la journée. Ils ont simplement nivelé et élevé les niveaux de conscience pour comprendre que ce qu'ils ont comme potentialité spirituelle peut leur aider à pouvoir faire les choses. Mais ils nous trompent, nous. Et le moment est arrivé, naturellement, la Reine des Midi, pour que nous puissions revisiter ça. Encore une fois, c'est un défi. À quel moment nous allons nous rencontrer, tous ces panafricanistes, tous ces enfants descendants qui aujourd'hui pensent que nous devons fonctionner autrement, qui pensent que nous pouvons réhabiliter, n'est-ce pas, nos réalités ancestrales, compagnie, etc. Quand est-ce qu'on va se voir pour faire, non pas un colloque ou un atelier philosophique, mais un atelier fondamentalement idéologique, afrocentrique, qui nous permettent de dégager des priorités opérationnelles. Point 1, point B, comment on peut déclencher un processus? Ça, on attend. Mais il faut que l'Afrique ait des panafricanistes, des penseurs, une population éduquée, etc., pour qu'on arrive naturellement à poser le premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Merci. Professeur, pour finir notre conversation d'aujourd'hui, c'est le 16 janvier 2026, à la mémoire d'Emery Patrice Lumumba, qui est de même ethnie que vous, de même nation que vous, de même pays que vous, même vocation que vous, politiciens comme vous aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire à des gens qui vous écoutent, qui ont tendance à vous écouter, que ce soit des Afro-descendants, des Africains ou des Congolais? Je voudrais dire honneur à Patrice Emery Lumumba, au Kitolenga. Personne ne pouvait croire, au début des années 60, sans aller dans les grandes écoles, vous avez tout fait pour montrer que vous étiez en connexion avec nos traditions, nos puissances ancestrales. Et même sur place, lors de la conférence de la table ronde, vous avez démontré de manifester votre culture qui était là pour gagner la guerre. Et vous avez gagné sans combattre. Aujourd'hui que nous sommes en train de commémorer les 65e années de votre mort, moi je suis conscient et confiant que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts sont dans un village de méritants. Ils nous voient et nous ne pouvons pas vous voir. Mais nous nous voyons, nous existons, mais nous ne savons pas vous voir. Mais une société qui, il y a des hommes
qui croient que ça et celles qui vivent sur la terre des hommes, cette société n'avance pas. Et la religion importée nous a montré que quand on est mort définitivement. Et nous ne croyons pas à nos ancêtres. Mais nous qui sommes panafricanistes, nous sommes sûrs que ceux qui sont morts nous regardent. Et les génies, les spiritualistes authentiques sont dans un village. C'est eux, ils sont entre guillemets parfaits. Et c'est eux qui ont une influence grandissante sur nous. Patrice, là où vous êtes parti très jeune. À 35 ans, vous êtes mort pour l'intérêt général. Regardez le Congo. Nous, on n'a pas mal fait. C'est Dieu qui nous a donné toutes ces richesses. Nous sommes victimes de ces richesses-là. Là où vous êtes parti. Vous êtes un sacrifié. Mais aidez-nous, inspirez-nous. Inspirez-nous pour que finalement, nous sachions comment nous y prendre. Inspirez les autorités. Inspirez notre peuple d'aujourd'hui et de demain pour que nous puissions mériter ce que Dieu nous a donné comme cadeau. Si vous ne le faites pas, alors vous allez confirmer la conviction qui a toujours été chaque jour que les morts sont morts. Or, nous sommes rassurés que les morts ne sont pas morts. Et que tout ce qui se passe sur la terre des hommes est inspiré des morts méritants, qui sont vivants et qui essaient de recadrer les choses et qui essaient de choisir des hommes et des femmes pour que finalement, ils soient mandatés pour éclairer l'avenir de cette société. Aujourd'hui, nous te commémorons. Merci là où vous êtes. Nous croyons que vous serez avec nous. Aidez-nous comme les Chinois ont été aidés par les ancêtres. Aidez-nous comme les Indiens, les Japonais. Voilà. Sans chitoïsme, les Japonais ne seraient rien. Sans Confucius, les Chinois ne seront rien. Eh bien, écoute, sans Bouddha, sans Krishna, les Bouddhas, les Indiens ne seront rien. Nous, on a Lumumba, nous, on a Fumu Kimbango, nous, on a Kimpamvita, nous, on a tous ceux qui se sont bâtis pour que nous puissions véritablement retrouver le souffle aujourd'hui. Initiez-vous, construisez une synergie gagnante, aidez-nous et allez rencontrer tous les patriotes africains pour que le continent africain soit un État-continent où il fait beau vivre. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons un seul interlocuteur avec un seul État, et même passeport, même société d'aviation, et même armée, même richesse. Et voilà, nous ferons le poids. Et parce qu'en fait, le monde géopolitique tient compte des rapports de force. Et si vous nous laissez comme ça sera regrettable et ça sera la honte pour votre histoire et le destin de notre société. Merci. Merci beaucoup, professeur. Pour finir, j'ai des larmes aux yeux, je suis désolée. Nous allons, aujourd'hui, je ne savais pas, c'est le professeur qui vient de m'annoncer. Mais pour nous, dans notre nouvel calendrier de la nouvelle civilisation de midi, dont je suis la civilisatrice, ça c'est la 9e mois. Nous sommes au 9e mois. C'est le premier jour du 9e mois de notre calendrier. C'est le mois de Kimbangu. Ah. Ce mois-ci, c'est le mois de Kimbangu. Et ce jour, c'est le jour que nous invoquons Kisolokele, qui a été aussi dans le premier gouvernement des premiers gouvernements congolais dont Lumumba était le premier ministre d'ailleurs. Nous prions, oui, Papa Charles Daniel, Kisolokele Lukelo, nous prions que Papa Simon Kimbangu, de là où vous êtes, vous qui avez commencé cette lutte, et de votre lutte est sorti le sacrifice suprême, le sacrifice absolu, le sacrifice de la liberté, le sacrifice de l'indépendance qui est dans la personne d'Emery Patrice Lumumba. Vous êtes maintenant là tout de suite ensemble. Nous sommes en train de monter sur l'autel pour faire notre prière et vous offrir des offrandes qui vous revient de droit. Donc nous prions en séjour où que vous soyez. Voyez la coïncidence. Nous sommes en train de vous célébrer
De l'autre côté, il y avait la mémoire des papas Kisolokele, la mémoire d'Emery Patrice Lumumba. Papa Charles Kisolokele, vous étiez dans le même gouvernement. Vous êtes en train de nous suivre. Vous avez laissé sur la terre des enfants physiques. C'est une manière à vous de nous dire que même si un jour, nous croyons que vous ne nous regardez pas, vous ne nous écoutez pas, que nous puissions voir que vous étiez venus sur terre et que vous avez laissé votre présence, c'est parce que votre sang est là. Lumumba en séjour, le Congo est comment ils appellent ça, férié, mais il n'y a aucun colloque, il n'y a aucune organisation structurelle comme le Béninois vient de célébrer Vodou-Day. Ici, il n'y a rien. On donne des jours fériés, mais il n'y a rien. Aucune célébration nationale, aucune célébration structurée où tous les peuples sont centrés dans une même direction, réfléchir ensemble. Aucune organisation des primatures où les ministres se rencontrent pour réfléchir et que nous regardons dans nos télévisions. Non, il y a juste rien du tout parce que nous n'avons pas des esprits conscients, nous n'avons pas de peuple conscient, nous n'avons pas encore des gens qui comprennent que le sang des autres ne peut pas être versé pour rien. Quand les autres ont versé le sang pour votre liberté, vous devez continuer à poursuivre cette liberté pour que ça soit véritablement effective. Et que vous devez poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait l'émergence de développement dans votre pays. Mais malheureusement pour nous, nous n'avons rien de tout ça. Nous vous prions en ce jour. Nous sommes ensemble avec professeur Yamba Yamba. Ensemble, nous avons réuni nos voix. Vous avez voulu que nous puissions nous retrouver ensemble aujourd'hui pour que nous puissions vous prier. Dans notre prière, nous vous prions. Vous avez écouté ces paroles à lui. Et ma parole maintenant, je vous demande à ce que votre esprit puisse nous coincer. Ça, c'est ce que j'ai demandé cette année. Professeur, ça a paru méchant envers les autres, mais c'était le message que j'avais fait le première année, le premier jour de la veille du 31 au 1er janvier. J'ai demandé à ce que nous soyons coincés dans tous les domaines pour que nous puissions réfléchir et retourner vers eux. Parce que le fait que chacun de nous va bien de son côté, on ne réfléchit pas. J'ai prié à ce que cette année, il puisse se coincer, nous coincer partout, dans tout ce que nous faisons là. Que rien ne marche comme on veut. Que tout soit difficile pour nous. Que tout soit compliqué pour nous. Pour qu'ensemble, nous puissions regarder en arrière, nous puissions voir qu'on ne fait pas des choses comme ils veulent. Sans l'unité, professeur, ça ne sera pas possible tout ce que nous voulons là. Parce qu'ils nous ont déjà unis dans l'ordre universel. Vous pensez la même chose que moi. Je pense la même chose que vous. L'autre pense la même chose alors qu'on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Mais comment nous avons la même pensée cherchant le bien-être de notre race? Pourquoi nous avons le même combat contre le même ennemi? Pourquoi dans notre cœur nous avons le même sentiment, même volonté de puissance? A dit notre frère Omotunde Kalala. Mais pourquoi dans la chair, on n'est pas capable d'avoir un seul calendrier, un seul agenda, où nous sommes en train de décider ensemble ce que nous devons faire ensemble? Comme vous avez dit dans vos discours que je venais de remettre ici. Chacun, non, moi je suis ceci, non, moi je voyage, oh non, moi je n'ai pas le temps, oh non. Mais c'est comme ça, ils ont fait ce combat hier. C'est comme ça ils ont fait ce combat hier, cher professeur. Ils n'ont pas réussi à cause de ça. Ils ont fait ce combat hier de cette manière-là. Chacun de son côté, l'autre fait ici, l'autre fait là-bas. Et puis ils ont pensé qu'ils... Non, avant que l'Occident attaque le monde, ils se sont mis sur la même table ronde et nous connaissons ça. Ils se sont mis dans une conférence de Berlin. Ils ont fait la conférence et c'est dans cette conférence qu'il y a eu la convention des accords a été signée, des accords nationaux. Cher professeur, aujourd'hui nous parlons de la tradition. Est-ce qu'il y a des accords traditionnels? Aujourd'hui nous parlons des ethnies. Est-ce qu'il y a des accords ethniques?
Aujourd'hui, nous parlons des clans. Est-ce qu'il y a des accords claniques? Aujourd'hui, nous parlons des philosophies. Est-ce qu'il y a des accords philosophiques? Ils ont réussi parce qu'ils ont été mis d'accord. Lorsque les gens s'accordent, la nature et la création se mettent d'accord avec ceux qui se sont mis d'accord. Sans l'unité, ce n'est pas possible. Professeur, nous voulons la même chose, nous pensons la même chose, mais il faut une table de conférence. Comme Serge Bienvenu Mbungu dit, la table contre-conférence de Berlin. Moi, j'ai dit ça en 2016. J'ai dit à des pasteurs, en ces temps-là, j'ai dit, si on ne retourne pas à table ronde où on se met d'accord, tout ce que vous cherchez sur le Congo, ça n'arrivera pas. C'était les professeurs des archibishops de ceci. Ils m'ont répondu, toi, tu viens d'arriver, tu es un enfant. Nous sommes là depuis plus de décennies. Moi, j'ai fait 40 ans de ministère. Tu nous dis, on ne sera jamais d'accord avec des traditionnels. Moi, j'ai dit, ok. Donc, vous ne voulez pas le bonheur du Congo. Si on veut une nouvelle Afrique, il faut que les religieux, les traditionnels, les spirituels, les politiques, les économistes, les éducateurs, les artistes, toutes les élites, dans toutes les sphères différentes, se mettent sur la même table pour qu'on puisse signer comment nous allons marcher. C'est ça que j'appelle la constellation des étoiles dans la convergence et les connivences. Sans cette convergence et de connivence, ce n'est pas possible. C'est ce que les autres ont fait hier. Kimbangu s'est levé pour faire son combat seul de son côté. Toualani faisait de son côté, l'autre faisait de son côté. Aujourd'hui, les églises sont là. Église Kibagiste, église Toualani, église Padi, église ceci. Est-ce que ça a apporté quelque chose dans notre société? Rien du tout. De ces arbres-là qu'eux, ils ont plantés, est en train de sortir aujourd'hui des Ngunza, de ceci, de cela, qui sont là comme des chiens qui aboient et qui n'apportent rien. C'est ce que les idéologues ont fait. Mobutu a amené l'unification. Mobutu a dit un parti État. Je suis désolé, mais c'est votre leader qui a amené ces désordres. Tshisekedi Lumumba, Tshisekedi, quoi, j'ai oublié comment on l'appelait. Non, il faut la démocratie, il faut plusieurs partis, il faut ceci, il faut cela. Aujourd'hui, on en est où? Plus de 1000 et quelques partis, donc Mobutu avait raison. Ça, c'est dans l'ordre politique. Dans l'ordre éducatif, vous êtes là, vous êtes en train de crier. Est-ce que des professeurs comme vous ne vous écoutent pas? Il y a aussi des penseurs professeurs comme vous. Mais pourquoi vous ne pouvez pas seulement vous mettre ensemble en tant que des professeurs pour que vous puissiez ensemble résoudre ces problèmes-là à la racine? Dans l'ordre mystique, il y a tout le monde qui parle. Nous sommes des mysticismes, nous sommes dans le mystique, nous connaissons ceci. Là-bas dans la tradition, moi j'ai dit à tous les Noirs, c'est le vaudou. Sans le vaudou, l'Afrique ne sortira pas du chaos. Tous nous avons la tradition, oui. Tous les villages, il y a la tradition, oui. Mais la tradition qui a montré sa puissance, sa force, c'est la tradition béninoise. C'est cette tradition-là qui a apporté l'indépendance à la première pays africain qui est Haïti. C'est cette tradition-là, vaudou. C'est cette tradition-là qui est au Brésil. C'est cette tradition-là qui a donné la liberté à des Afro-Américains. Vaudou en Amérique, aux Caraïbes, au Brésil, au Congo, tout le monde dit. En Afrique, son berceau se trouve au Bénin. Pourquoi? Parce que quand on est venu arrêter, professeur, selon la révélation et les informations spirituelles que j'ai reçues, lorsque l'homme blanc est venu, ils ont mis la même mise sur des personnes, des garants de la spiritualité et des royales, des chefs traditionnels, des chefs coutumiers ou des rois et des reines. Mais quand ils sont arrivés au Bénin, Béanzin, quand il s'approchait, il les a projetés en faisant juste ça. 300 et quelques militaires sont allés tomber là-bas. C'est comme ça, l'homme blanc a différencié la tradition béninoise avec d'autres traditions, on appela la tradition béninoise vaudou. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, les hommes noirs, les blancs sont en train d'aller s'initier à vaudou.
Donc les spirituels, les mythicistes, ceux qui disent que nous sommes puissants, la puissance, c'est être capable, ça se démontre. On a esclavagisé tous les rois, on les a tués au Congo là, on a attrapé 100 rois, on les a tués, les consorts en Europe. Ok? Mais les Béninois, là où ils sont là, leur roi n'a pas été attrapé. C'est lui-même qui a décidé, il dit, je pars avec vous parce que vous avez amené mon peuple là-bas. Et quand il avait fini, il est retourné mourir chez lui. Ces peuples-là n'est pas puissant. Il faut cette unification. Il faut cette cohésion. Il faut cette compréhension bien commune. C'est ça que j'appelle, c'est ça que je demande à ce que l'on accepte l'unification. Si la pensée, nous pensons la même chose, si nous disons la même chose, que nos ancêtres nous imposent l'unité, parce qu'ils nous ont parlé, on n'a pas écouté. Qui fasse une autre façon, qui nous imposera l'unité. C'est ça mon dernier mot. Professeur, si vous avez un dernier mot, à vous la parole, pour que nous puissions clôturer. J'allais dire sans objet, la reine de Midi, parce que vous avez tout dit. Mais ça, c'est qui? L'Afrique a des perspectives positives. Lorsqu'on a créé l'Union africaine, on a donné des échéances. Une des échéances majeures porte sur l'an 2063. Il y aurait pas mal de réalisations qui sont entendues à cette date. D'aucuns pensent que l'Afrique devra travailler à l'unisson. Pourquoi ne pas créer un État fédéral d'Afrique? Pourquoi on n'aurait pas un seul interlocuteur? Ce sont des interrogations qui poussent, qui sont compatibles naturellement à votre réflexion. Vous savez, la reine de Midi, aujourd'hui on parle de la religion chrétienne, mais il s'est passé pas mal de choses. Il y avait plusieurs tendances, mais qui ont été 3 siècles après la naissance de Jésus, rappelées par Constantin le Grand. Donc toutes les tendances, ça a pris beaucoup de temps, jusqu'à ce qu'on a créé la grande religion, un point commun. On a mis en place la Bible, qui n'est pas une dictée surnaturelle, mais qui a été rédigée conformément aux règles de l'époque. Cheikh Anta Diop disait dans ses réflexions que le moment viendra où nous aurons notre Constantin le Grand, qui va appeler à l'unité. Aujourd'hui, il y a une tendance, il y a des graines qui commencent à germer en Afrique. Il y a des velléités patriotiques, etc., qui naissent, qui poussent à ce que l'on aille dans la direction de construire une synergie gagnante dans les différents secteurs de la vie. J'ai beaucoup aimé lorsque vous parlez quel est l'état de concertation entre les clans, les ethnies, le pays et les différents secteurs, compagnies, etc. Rien du tout. C'est cette interpellation-là qui va pousser à ce que chaque État commence à s'organiser. Et à s'organiser pour qu'on puisse déjà avoir même des parlementaires panafricanistes. Parce que si nous avons des parlementaires panafricanistes qui plaident la cause de l'Afrique, on peut les retrouver dans presque tous les pays et on va créer un parlement panafricaniste africain et cela va pousser à des grandes décisions stratégiques pour que finalement on soit un seul pays avec une seule monnaie, avec un seul passeport, avec une seule défense, avec une seule société d'aviation, société de médicaments, compagnie, etc. Et donc, on aura, n'est-ce pas, une configuration, un arrangement institutionnel à la manière de la Confédération des royautés à l'époque. Et c'est ce qui va pousser qu'on ait posé un premier pas. Et ce premier pas va amener, va être plus long. Mais
nous ne nous trompons pas d'adresse aujourd'hui, de commencer déjà à réfléchir sur la question, encore qu'il faut introduire ces réflexions dans la classe politique de nos pays, pour que finalement la classe vote des lois, vote des statuts, vote de textes réglementaires qui permettent d'intégrer tous ces éléments qui vont déterminer l'avenir de l'Afrique demain. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, cher professeur. Merci à vous aussi. Nous avons conclu notre séance d'aujourd'hui avec professeur Yamba Yamba. Vous étiez très nombreux de nous avoir soutenus dans cette lutte de sa libération. Nous sommes très reconnaissants, très gratifiants à tous vos énergies et vos vibrations positives à son sujet. Il est là en bonne santé, en forme, comme vous voyez, et il ne sait pas, on ne va pas s'arrêter, hein. Il ne va pas s'affaiblir, et nous comptons sur vous. Ne soyez pas seulement ceux qui disent libérer, 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 mais soyez aussi ceux qui s'engagent à ses côtés dans toutes ses formes pour qu'ils puissent au mieux accomplir. Parce que je vous le dis, ici au Congo, la politique congolaise, telle que nous le voyons du Congo de demain, c'est lui. Si lui ne s'engage pas dans cette affaire-là, personne ne pourra le faire. Je vous le dis, comme j'ai toujours dit à chacun d'entre vous, quand nous sommes sur la table en train de parler, c'est Yamba Yamba Shukuru, l'esprit de la politique, de la panafricanité, identité, l'Afrique que nous voulons, la politique que nous voulons, l'esprit là incarne en lui. Quand vous écoutez ces discours, vous pouvez tout de suite comprendre que ce n'est pas lui, comme vous le savez, mais c'est quelqu'un d'autre qui parle en lui. Et nous connaissons bien la voix de celui qui parle là. Écoutez bien les discours. Vous comprenez? Donc, la chose que je n'arrête pas de nous dire, nous sommes dans la politique monarchique. Et la politique monarchique, comme on dit toujours, on tisse toujours la corde, la nouvelle corde par l'ancien. C'est lui l'ancien, c'est lui qui connaît, c'est lui qui a la maîtrise, c'est lui qui a l'énergie, c'est lui qui a la vibration de cette politique d'hier qui nous a causé des dégâts. Et si lui se répand de ça, s'il renonce à ça, donc il n'y a que lui qui saura comment mieux faire aujourd'hui. Donc apprenez à donner à chacun la place qui lui revient de droit. C'est ça l'ordre mahatique. C'est ça l'ordre que nos ancêtres avaient appelé Mahati. Merci et bien de choses à vous. Nous espérons que vous allez vite rejoindre la nouvelle vision panafricaine dans l'ordre de la politique monarchique. C'est pour la liberté. La monarchie ou rien.